Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mais on parle par exemple du match d'aujourd'hui, je vous le garantis, avec Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Chronique présentée par le restaurant Chances Are. 2 adresses pour mieux vous servir, chemin Montréal et à l'avenue Woodruff. À Julian, qu'on dit un beau bonjour, un beau jeudi. Première chose qu'on regarde dans un match comme celui-là, Julian, n'est-ce pas l'apport offensif à 5 contre 5, chose qui manque énormément. On n'a pas marqué à 5 contre 5 dans les 3 derniers matchs. Prioritaire de régler ça coûte que coûte ce soir? Absolument. Je pense pour les sénateurs, ils vont faire la même attention à leur jeu du 5 sur 5 qu'ils ont fait à mardi soir avec leur jeu à l'avantage numérique, où ils ont trouvé une façon de marquer 3 fois, mais ils ont perdu le match quand même. C'est assez étrange de voir une équipe qui est vraiment... qui voulaient être vraiment bons avec leur jeu à 5 sur 5 pendant la saison. On sait que les capacités défensivement et l'effet que l'équipe possède des joueurs comme Tim Stutzla, puis Drake Patterson, puis Brady Tkachuk, qui devraient être bons à l'offensif. C'est vraiment étrange pour moi de voir que ça passe une semaine, plus qu'une semaine maintenant. Jusqu'au dernier temps, ils ont marqué à 5 sur 5. Alors, je pense qu'il y aura comme on dit en anglais, un emphasis. Il y aura beaucoup de travail à faire à marquer un but à 5 sur 5. Mais est-ce que tu es tout de même d'accord avec le coach qui semblait dire que même si on ne marque pas 5 contre 5, on crée quand même des bonnes chances? Un peu comme le narratif qu'on entendait de la part de Brady Tkachuk après la rencontre également. Là. Ouais, mais quand même, il faut que tu marques tes buts. Comme... J'ai le temps à entendre Travis Green et Brady Tkachuk quand ils disent qu'ils ont leur chance, ils ont eu des bonnes looks, comme ils ont dit en anglais. Mais je pense pour moi, cette équipe, je le répète, je pense qu'il y a un besoin pour un autre attaqueur qui peut marquer des buts, qui peut jouer à l'aile, à la gauche ou à la droite, qui peut convertir ces chances-là. Alors, pour moi, j'en ai aucun problème que les sénateurs trouvent des façons à marquer des buts, mais c'est à eux pour le faire. Oui, à eux pour le faire. Puis on espère que d'ailleurs, le retour de David Perron sur le top 6, lui qui est allé au purgatoire dans le dernier match, écoute, on a vu qu'il est capable de faire des choses. On a l'expérience. Puis, pour moi, c'est un bel ajout. Et dans les circonstances, c'est la logique même pour moi de retrouver le 57 avec Cousins et avec Batterson. D'accord avec ça? Oui, ça fait du sens parce qu'il a du chimie avec ces deux gars-là. Et cette ligne-là a trouvé du succès dans le passé. Je pense pour maintenant, comme de le voir, un vétéran comme David Perron qui est vraiment bon à l'attaque, qui, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il travaille bien avec un Dylan Cousins. Ils savent quoi faire dans une position de deuxième ligne. Ça fait du sens d'avoir ces 3 joueurs-là. Est-ce que c'est un fixe à long terme? On va voir. Mais d'avoir un gars comme David Perron qui peut continuer à être effectif dans ton alignement et de le mettre dans une position de deuxième trio, comme tu peux faire de plus mauvaises décisions. J'ai aucun problème personnellement de le voir dans cette position-là. Aucun problème, moi non plus. Aucun problème non plus de voir Linus Ullmark retrouver le filet parce que ses chiffres en carrière contre les Blue Jackets, évidemment, c'est une logique même de le voir là-dessus. Mais lui, Ullmark, comme on en parlait hier, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais ça serait peut-être le temps de le voir en voler une ou quelques-unes pour son club, chose qu'on n'a pas vue depuis le match à Vegas. Oui, c'est vrai. Je pense que pour Linus Ullmark, même s'il commence à avoir des meilleurs numéros, des meilleures performances dans son jeu, j'ai parlé à un collègue hier, Jesse Granger, où il parle beaucoup de gardien de but pour nous à The Athletic. Il a même remarqué qu'il se semble un peu plus engagé dans son jeu. Il a l'air un peu plus... il est meilleur avec ses jeux qu'on compare au premier mois de la saison. Mais ouais, je pense qu'à un point... pour les sénateurs, ça va probablement dire que Linus Ullmark devrait voler un match. Peut-être ça va se passer ce mois-là parce que si tu te souviens, le décembre dernier, le l'an dernier, c'est là où Linus Ullmark a été vraiment bon. Il était excellent comme gardien de but, si tu te souviens. Alors peut-être c'est un match contre une équipe comme Columbus où il peut retrouver sa forme de voler un match. Mais le fait que Linus Ullmark, à la base, c'est un gardien de but qui s'est retrouvé un peu son
son game comparé au premier mois de la saison, même si c'est un petit ajustement de octobre à novembre jusqu'à décembre, comme au moins si tu vois une progression dans son jeu, c'est bon pour les sénateurs. Sur le quatrième trio, on a décidé d'insérer McDermott aux dépens de Halliday. Un peu dommage. Puis là, écoutez, il n'y a rien de garanti. Il pouvait toujours avoir des décisions d'avant-match, je ne sais pas. Mais Halliday, qui faisait un retour à Columbus, lui qui a joué pour Ohio State 2 saisons de suite, qui a connu beaucoup de succès, puis de qui on disait qu'on avait aimé le premier match, le deuxième, on le voit à peine 5 minutes d'utilisation. Est-ce que tu es un peu surpris de cette décision-là de la part de Travis Green? Ouais, un peu surpris. Je pense que Steven Halliday n'a pas comme dommagé ton club. Il n'a pas fait des grosses erreurs. Alors, j'étais un peu surpris de voir que ça semble qu'il ne va pas jouer ce soir. De voir que Curtis McDermott va jouer dans un quatrième trio avec Eller puis Cousins. Comme, pour moi, je pense que c'est une chance pour McDermott à probablement être physique. Peut-être un bataille avec un joueur comme Mathieu Olivier, par chance. On va voir. C'est ça pour moi la seule raison que je peux penser que tu veux qu'un gars comme Steven Halliday te sorte de ton alignement puisque tu peux avoir un joueur comme McDermott dans ton alignement, mais c'est ce qu'on va voir. C'est cet aliment-là, cette ligne-là, on va le voir, on va voir ces changements dans la saison si Curtis McDermott continue à jouer avec les Sénateurs, parce que c'est un joueur que les Sénateurs, Travis Green, les joueurs là, ils aiment l'avoir dans le club. C'est un gars qui est supposé d'être vraiment sportif. C'est un gars qui possède de l'expérience à la Ligue nationale. C'est un gars que les Sénateurs aiment dans leur vestiaire. Alors, de voir que Curtis McDermott a une chance à jouer encore, comme c'est pas vraiment une surprise. Parlons un peu de la ligne bleue, si tu le permets. Pour ce qui est de Jake Sanderson, un des 4 seuls défenseurs de la Ligue nationale de hockey avec 24 points et au moins 25 minutes de temps d'utilisation. Lui en a du temps d'utilisation, près de 28 minutes, un peu plus de 28 dans le match précédent. Et le match de la veille, c'était 31 minutes. On s'entend 8 minutes en avantage numérique. Mais... On revient un peu aux tendances qu'on avait avec Thomas Chabot dans le temps. Mais pour l'instant, personne ne va se plaindre de ça. Jake Sanderson, par exemple, ce qu'il donne comme qualité à son entraîneur et ce qui lui permet évidemment de le surutiliser en attendant du renfort, c'est quand même une bonne chose pour le 85. Là. Ouais, je pense pour Jake Sanderson de voir qu'il prend d'une autre étape dans son jeu. C'est un gars où on parle d'un gars où à ce temps l'an dernier, ça fait 1 an plus 1 semaine où il regardait à son jeu, il réalisait qu'il n'était pas content, il n'était pas supposé d'être sur l'équipe des Américains pour les 4 nations. Puis il fait un appel à un coach qui travaille avec les skills, Jonathan Sigalette, et ils disent comme Hey, aidez-moi avec mon jeu. Et depuis ce temps-là, il a trouvé un autre gear dans son jeu, il a trouvé quelque chose qui marchait pour lui, et on voit comment dire en anglais, un superstar in the making. On trouve une étoile qui commence à avoir l'attention de tout le monde dans la Ligue nationale. Tu te souviens des commentaires des gars comme Mike Sullivan, son entraîneur des Américains aux 4 nations. Puis le voir maintenant, tu as mentionné le statistique, un des 4 défenseurs qui joue avec l'assez temps, qui joue à au moins 25 minutes, qui a récolté au moins 24 points. Comme, quand tu regardes la liste des défenseurs qui sont sur cette liste-là, Cale Makar est là, Mira Heiskanen est là, par exemple. Comme Jake Sanderson, maintenant, présentement, a 2 points de plus sur Quinn Hughes, qui est considéré, pour moi, personnellement, c'est le défenseur numéro 2 au monde à sa position. Alors, pour voir que Jake Sanderson est entouré de cette compagnie-là, je vais aussi mentionner Zach Werenski, un ami de lui, un gars que Jake Sanderson va voir ce soir contre les Columbus Blue Jackets. Les 2 gars-là, ils s'entraînent ensemble. Et c'est un défenseur que Jake Sanderson regarde. Ils disent comme, hey, je veux patiner comme un Zach Werenski. Je veux défendre comme un Jacob Slavin. Mais Zach Werenski, c'est une autre inspiration. J'ai entendu l'entrevue que Zach Werenski a dit à faire avec le média avec Columbus aujourd'hui. Et il a même dit que, hey, c'est un gars, Jake Sanderson, c'est un gars qui joue vraiment bien. Il y en a des choses dans son jeu qu'il veut avoir dans son propre jeu quand même. Alors, c'est pas juste à l'Ottawa où le respect pour lui monte, c'est dans la Ligue nationale totale, avec les entraîneurs, des défenseurs, des autres joueurs. Je pense pas que je fais des blagues quand je dis qu'on parle d'un superstar in the making, et puis je pense que
même si c'est pas cette année, on va parler d'un défenseur qui va être vraiment être pris au sérieux pour avoir un trophée Norris dans sa carrière. Il va en avoir plus qu'un. Et je l'avais dit l'an dernier, en dedans de 3 ans, il aura son premier. Ça pourrait arriver cette année. L'autre, à la ligne bleue, l'autre sujet que je regarde ce soir, c'est un match où on doit se reprendre du côté de Spencer et Tlavin. Comment tu vois ce duo-là et la chance qu'ils ont de se reprendre? Ben, les deux, il faut qu'ils trouvent une façon de jouer plus meilleure qu'ils ont joué mardi. Quand on a entendu Travis Green dire que ces deux-là n'ont pas joué vraiment bien, comme je sais pas si les fans se réalisent le comportement de Travis Green dans les points de presse. C'est un entraîneur qui veut vraiment pas dire des choses mauvaises avec ses joueurs. Et je parle pas d'un entraîneur qui a dit comme qui a dit comme. On n'a pas mentionné. C'est pas comme un distract. C'est pas quelqu'un qui a mentionné des conneries avec ces défenseurs-là. Mais on savait tout que ces défenseurs-là n'ont pas joué bien. On se souvient le revirement de Jordan Spence, dans la zone neutre qui a résulté dans un but accordé. Ces deux-là, il y a une chance pour la rédemption pour eux. Ils devraient le prendre parce que c'est un père pour moi. Je pense que peut-être on doit le parler d'être un peu plus taxé que normal parce que Thomas Chabot n'est pas dans l'alignement. Et de voir que Thomas Chabot, ça semble qu'il ne va pas retourner au moins avant la semaine prochaine. Peut-être. Pour moi, je vise encore le match au 18 contre les Penguins de Pittsburgh. Je pense que si le tout est là avec le timeline qui était présenté originalement, ça semble que le jour, le 18, pourrait faire du sens. Mais si Thomas Chabot n'est pas prêt pour ce match-là, j'en ai des autres questions. Et si ça veut dire que Thomas Chabot n'est pas prêt, c'est beaucoup de travail à faire pour Clavin et Spence. La semaine passée, Travis Green nous avait dit 10 jours pour le retour de Thomas Chabot. On est bien au-dessus de tout ça. Et là, maintenant, on se croise les doigts pour que ça ne soit pas quelque chose de trop long. Avant de te laisser, si jamais les Sénateurs l'emportent ce soir, après 30 matchs, ils auront la même fiche identique que celle de l'an dernier. Avec tout le brouhaha et tout le négatif qui émane de la dernière performance, est-ce que cette fiche potentielle nous rappelle qu'on doit quand même, à ce moment-ci, prendre les choses avec un grain de sel? Et je vais ajouter un autre point avec ça. On parle d'une conférence au présentement dans l'Est où si les Sénateurs trouvent une façon de gagner ces matchs à Columbus, peut-être à Minnesota, peut-être à Winnipeg, et les autres équipes dans l'Atlantique, les Leafs, les Canadiens, par exemple, ils perdent des matchs. On parle d'une équipe qui pourrait trouver une façon d'être dans le top 3 ou au moins être proche. Comme les standings, les points entre les équipes dans l'Est, ils sont assez proches où si tu gagnes 2 ou 3 matchs consécutifs, tu peux trouver une façon d'être au positif. Si tu perds 2 ou 3, tu es dans le basement, tu es dans le sous-sol avec un Buffalo puis un Floride. Et c'est encore drôle comme Buffalo, je comprends parce que c'est une équipe où ils continuent encore à être pas bons comme équipe. C'est vraiment dommage pour eux. Non, comme je fais pas le blog, mais... Non, t'as raison. Comme en anglais, on call spade a spade, comme les Sabres de Buffalo, je pense pour eux, les fans sont vraiment passionnés. Je pense que les joueurs jeunes qu'ils possèdent, il y aura un jour, ils seraient bons. Mais ça semble que c'est pas maintenant. Mais de voir au sous-sol de la conférence de l'Est avec une équipe comme Floride, avec tous les blessures dans l'alignement, c'est vraiment étrange. Mais une équipe comme Floride, on leur donne du confiance parce que ils ont gagné les 2 dernières Coupes Stanley. Et puis s'ils trouvent une façon de gagner 4, 5, 6 matchs consécutifs quand tout le monde n'est pas plus blessé, si Matthew Tkachuk retourne dans l'alignement, si Sacha Barkov trouve une façon de retourner, comme on leur donne le respect au tout parce que c'est les Panthers de Floride. Je sais que les Sénateurs ne sont pas au même niveau que la Floride, mais ça ne me surprendrait pas si les Sénateurs ils reçoivent Chabot encore, Pinto retourne, puis ils trouvent des façons à gagner des matchs, puis on parle d'une équipe qui se rend aux séries. Comme, je suis pas prêt à prendre ma main et de l'appuyer sur un bouton de panique maintenant. S'ils trouvent des façons à perdre tous leurs matchs à la route pour les 3 prochains matchs, peut-être. Mais maintenant, je pense que c'est... faut que les fans peut-être un peu... Il faut qu'ils possèdent un peu plus de air de calme avec une équipe.
avec leur équipe. On va prendre le grain de sel, le savourer en regardant le match de ce soir. Columbus contre les Sénateurs. Et on va te lire évidemment dans le magazine The Athletic. Un gros bonjour à toi et surtout une bonne soirée, mon ami. Et on se reparle la semaine prochaine. Bon match ce soir. À toi aussi et bonne fête à Nadie. Ah, thank you. Thank you. Ah, yeah. Natty, you see? Hein? Le message s'en va. We love you all. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.